Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise. Après la RSI la semaine dernière, le régime social des indépendants, aujourd'hui on se penche, Francette Rosamond, sur l'assurance maladie. Absolument. En fait, j'ai repris cette information qui est parue aujourd'hui au niveau national et qui est vraiment interpellante. L'assurance maladie a révélé, ces chiffres sur les accidents de travail, un fort développement des maladies psychiques. C'est-à-dire. Alors, Francette, les maladies psychiques, ça peut se caractériser à. Par exemple, du stress, du burn-out, enfin voilà, tout ce qui se passe dans l'entreprise, arrêt de maladie qui est lié à une activité de fort stress ou d'agression, etc. dans l'entreprise. Et donc jusqu'à présent, c'était pas, je ne dis pas que c'était pas reconnu, mais disons, quand on parlait d'accident du travail, on parlait surtout de chute, de manipulation d'engins, de posture, de choses comme ça, mais rarement de maladies psychiques. Et il faut savoir que encore en février, il n'y a pas très longtemps, en février 2017, à l'Assemblée nationale, il y avait des discussions pour pouvoir reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle. Donc, un focus est particulier porté sur ça, notamment parce qu'il y a depuis à peu près 5 ans une volonté de mieux les connaître et donc une vision plus précise. Et le constat, c'est qu'en 5 ans, il y a une progression très significative. Et contrairement à des idées reçues, parce que quand on étudie, il y a des choses, il y a des tabous, des idées reçues qui tombent, on pensait que c'était principalement les cadres qui étaient touchés le plus par des maladies liées au travail, maladies du travail liées psychiques, et pas du tout. L'employé de base. Le profil type, c'est un employé ou une employée de base d'une quarantaine d'années qui travaille dans le médico-social, qui travaille dans le transport en commun, en tout cas en contact avec le public, qui travaillent dans le commerce de détail, et ce sont ces gens-là qui sont le plus exposés à pouvoir se retrouver dans ce genre de situation de fragilité psychologique. Et donc, moi, quand je regarde ça, je me dis, chez nous, on a pas mal de personnes aussi dans ces secteurs-là, dans les secteurs les plus touchés, donc ça vaut le coup que nous portions un regard, notamment nos syndicats, que nous portions un regard avec les partenaires sociaux, bien sûr, c'est-à-dire les deux parties, c'est-à-dire entreprises et syndicats, portent un regard sur cette population, parce qu'il n'y a pas de mystère. Jusqu'à présent, c'était un sujet qu'on laissait sous le boisseau. Non, tout est bien, il ne se passe rien chez nous, aucun problème psychologique. C'est en train de vraiment prendre une dimension avec la reconnaissance du burn-out, qui est relativement récente, et donc on risque de découvrir que ce qu'on appelle et qui peut sembler de la tarte à la crème, la souffrance au travail, est un vrai sujet et qu'il ne faut pas le galvauder, et d'autant dans des périodes de transformation telles que nous le sommes aujourd'hui, c'est-à-dire destruction d'emplois, parce que l'ubérisation de la société, donc destruction de type de travail et création d'un autre, et entre les deux il y a cette espèce de balancier, et faire de manière à ce que le moins possible de salariés se retrouvent dans des situations justement de stress, de burn-out et de maladies psychiques. On imagine que le législateur va mettre tout un arsenal pour bien articuler. En fait, les choses sont en train d'évoluer, parce que je pense que s'il y a des études qui sont entre autres menées par l'assurance maladie, c'est bien parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un champ qui n'est pas bien connu et qui jusqu'à présent était regardé comme anecdotique. Parce que, d'une manière générale, on pense que le travail, c'est bon pour la santé et qu'on ne comprend pas pourquoi on tombe malade en travaillant. Donc si effectivement c'est le cas, quand on est dans ce qu'on aime, quand on est dans une atmosphère vraiment positive, ou en tout cas propice à la non-souffrance, ok, mais malheureusement, il y a des organisations, aussi bien publiques que privées, il ne faut pas se leurrer, qui génèrent des pathologies, notamment psychiques, et il faut regarder ça. Il faut regarder tout ça, et l'employé doit veiller à ce que des meilleures conditions... c'est surtout... Là, je pense qu'il y a une responsabilité de l'employeur qui sera de plus en plus marquée. On l'a vu avec le harcèlement. Aujourd'hui, la législation s'est renforcée sur tout ce qui est harcèlement dans le lieu du travail par
quelqu'un qui est en hiérarchie, donc un responsable hiérarchique, ou bien par un collègue. Et si l'entrepreneur ne fait rien, sa responsabilité est aussi engagée. Donc là, pareil, il y a eu une observation des pratiques et des évolutions et qui ont été forcées par la loi. Donc c'est pour ça que je me dis, les maladies psychiques également, aujourd'hui on commence à constater qu'elles sont de plus en plus présentes et qu'elles sont en évolution forte, parce que je pense que aujourd'hui, comment on les repère peu, il y a à peu près 10 000 cas montrés en 2016 par les chiffres de l'assurance maladie. On peut dire 10 000 cas, ça représente c'est peu banal. Pas banal, mais c'est peu, 1,6% sur la masse des accidents de travail, donc bon, c'est pas la majorité, mais on constate qu'il y a des progressions très fortes. Et quand c'est comme ça, ça veut dire deux choses: soit il y a plus de déclarations, soit il y a plus de reconnaissance, c'est-à-dire que les médecins du travail qui sont chargés de recevoir ces salariés osent de plus en plus reconnaître que ce sont ces conditions-là, stress, agression, etc., difficultés dans le travail, qui génèrent ces pathologies, alors qu'avant on avait plutôt tendance à dire mais non, c'est dans votre vie personnelle et que vous ramenez ça au travail. Donc là, de plus en plus, il y a un regard particulier qui est porté sur ça. Donc demain, c'est très clair, il y aura sans doute une législation qui va se renforcer avec en plus la jurisprudence pour pouvoir faire de manière à ce que les pratiques changent. Et d'ici là, tout un chacun devrait faire attention à moi, c'est pour ça que j'ai repris ce sujet, parce que je pense que c'est une alerte qui doit concerner tout le monde. Il y a la responsabilité de l'employeur, il y a la responsabilité du salarié et il y a la responsabilité des partenaires sociaux de manière plus large. La sécurité sociale doit faire des contrôles. Les syndicats doivent reprendre ça peut-être à leur actif et non pas uniquement l'augmentation de salaire. Et la médecine du travail la médecine du travail doit regarder aussi, même si ces conditions ont été un peu... ces moyens sont en train d'être revus, etc. Mais c'est un champ qui s'ouvre, qui sera de plus en plus regardé, et il ne faut pas se voiler la face. Si on a repéré ça au niveau national, il y a certainement chez nous aussi. Certainement chez nous, on va pas y échapper, Francette Rosamond. La surexposition aujourd'hui sociale en Guadeloupe comme en Martinique peut générer disons que quand on est dans une période où le travail est rare, parce qu'on voit bien, on a des taux de chômage qui sont importants, donc ce qui veut dire que ça crée de l'instabilité et du stress, quoi, aussi bien des deux côtés, c'est-à-dire une activité, donc moins de travail, et des activités qui sont par exemple, en ce moment, nous sommes en train de faire une enquête sur le BTP en Martinique. Il y a une espèce de séisme qui est en train de toucher ce secteur-là. Je cite une entreprise qui avait, il y a un an, 85 salariés. Aujourd'hui, ils en ont 35. Qu'est-ce qui peut provoquer ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de marché qui sortent. Il y a une espèce d'immobilisme depuis 2 ans. Les fonds européens ne circulent pas. Les dossiers, il y a un certain nombre d'éléments. Les bailleurs sociaux ne construisent pas suffisamment de logements. Il était prévu d'en construire 1200 en 2016. Ils en ont construit que 470, quoi. Donc ça fait quand même un gap. Donc pourquoi, comment ? Il faut regarder tout ça. Et c'est vrai que la conséquence, c'est que beaucoup de personnes, notamment de pères et mères de famille, se retrouvent sans travail. Avec quand même leurs obligations, etc., etc. Donc, on est dans une phase comme ça de mutation profonde. En plus, il y a de nouveaux entrants qui viennent bousculer les concurrence, le dumping. Les nouveaux, c'est pas forcément du dumping. Là, je vais prendre le cas de la banque. La banque est en mutation profonde avec l'arrivée des banques en ligne. Vous avez entendu dire que Orange va bientôt diffuser sa banque en ligne aux Antilles. Donc, ce qui veut dire que il y a peut-être des réseaux locaux qui ne font pas assez de business et qui vont commencer à réfléchir est-ce qu'ils restent ou pas. De plus en plus, on entend parler de ça pour certains réseaux bancaires. Donc, j'ai parlé du PTP, mais regardez, je parle de la banque. Et on aurait pu imaginer que la banque est bien solide, qu'elle n'a pas de problème. Or,
il y a un vrai souci de transformation de ce qu'est la banque, de son service avec ces nouveaux entrants fintech et puis avec les nouvelles habitudes des clients qui aiment utiliser Internet, qui n'ont plus envie d'aller dans leur agence pour pouvoir faire la queue pour avoir 10 €, quoi. Donc cette mutation qui est en train de exactement. se mettre en place. Et donc du coup, il faudra s'adapter aussi. C'est quelque chose qui, jusqu'à présent, on a bâti nos sociétés sur des certitudes. C'est-à-dire, je rentre dans un métier, je vais faire le même métier à ma retraite, jusqu'à ma retraite. Le terrorisme. Et donc, tout ça est en train de voler en éclats. Or, si on est resté dans cette espèce de mentalité qui veut que non, mes acquis, mon machin, mon truc, enfin voilà, je ne bouge pas, je ne fais pas appel à mon agilité naturelle, parce que là, nous sommes venus sur Terre pour faire des expériences. Et c'est notre agilité, notre capacité d'adaptation qui nous permettent justement de passer tout ce cap et de permettre que à la fin on se dit tiens, j'ai une bonne vie. Alors que si on reste rigide sur des positions et qu'on se retrouve à devoir renoncer à l'évolution, parce qu'en fait se remettre en cause. Le changement, c'est ça. C'est peut-être dans mon tempérament, mais moi je me dis, on rentre dans un travail à 20 ans, à 25 ans, 30 ans, avec une certaine connaissance. Si on ne remet pas en cause ces connaissances et si on ne évolue pas dans ce qu'on fait, on a toutes les chances à 40 ans, 50 ans d'arriver et de se retrouver en marge. Et ce n'est pas forcément à l'organisation que c'est lié. Ça peut être lié aussi à la personne qui s'est un peu assis quoi, et ça, c'est quand on est dans une phase de mutation comme on l'est aujourd'hui, ça peut. Ces mutations rapides et qui sont inéluctables peuvent entraîner des déstabilisations des personnes, des salariés, comme des chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, Francette Rosamond, les entreprises aux Antilles, en Guadeloupe, comme en Martinique, est-ce qu'elles sont prêtes à cette mutation qui arrive? Est-ce qu'ils sont... En tout cas, toutes celles que je rencontre, en ce moment, depuis le début de l'année, nous sommes en train de faire une série de petits entretiens avec toutes sortes de gens. Où on pose 3 questions, justement en 2017, comment ça se passait, les changements, parce qu'il y en a plein. Et puis en plus, comme je le disais la semaine dernière, Emmanuel Macron est très directif pour changer encore plein de choses. Et donc comment on continue? Et c'est vrai que tout le monde est conscient qu'on est dedans et qu'il n'y a plus de possibilité de rester sur comment on faisait avant. Aujourd'hui, les budgets sont revus, la manière. Puis c'est vraiment. Moi, je trouve que l'instant est intéressant aussi parce que le consommateur reprend la main sur des choses qu'avant on lui imposait en quelque sorte. Donc, je trouve que ça... Le fossé est en train de se refermer un peu. Non seulement il se referme, mais on n'est plus en train, dans une espèce d'hégémonie d'une partie, de se dire tu veux peindre ta maison en bleu? Eh ben non, c'est pas bleu, c'est rouge. Parce qu'il n'y a que du rouge, et puis ça sera du rouge et encore du rouge. Non, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir du bleu, du vert clair, comme on veut. Parce que les technologies ont ouvert le champ. Alors c'est vrai, ça ouvre le choix, mais c'est vrai aussi que ça a des inconvénients, de détruire un certain type d'emplois qui n'étaient pas suffisamment qualifiés. Et c'est là que je me dis, et c'est pour ça que le gouvernement est en train d'essayer de mettre le paquet, il est en train de modifier le plan, ça annonce un plan de formation professionnelle parce que il y a un très gros sujet de mutation des métiers, toutes sortes de métiers, de manière à ce que plus de gens se retrouvent en activité par rapport à de nouveaux talents qu'ils doivent acquérir. Donc c'est vrai que la période peut paraître extrêmement, difficile à vivre pour certains parce que ça oblige de se remettre en cause. Mais une remise en cause n'est pas forcément négative. Vas-y, elle peut être positive. Absolument. Alors, Francette Rosamond, il y a une entreprise dans le Nord Basse-Terre qui s'est lancée dans l'énergie solaire. Absolument. Valorem, qui est en train d'installer un parc éolien avec batterie sur la commune de Sainte-Rose, en Guadeloupe. Alors,
quand cette entreprise décide de se lancer, elle a mené des prospections, Oui, c'est sans doute un appel à projet de la CRE, donc de la Commission de régulation de l'énergie. Et ensuite, c'est avec une technologie différente parce qu'il y a des besoins de soulager le réseau d'EDF. C'est-à-dire de plus en plus, par exemple dans le cas de ce parc éolien, il y aura 8 éoliennes, donc d'une capacité de 16 mégawatts, donc une capacité pour fournir de l'électricité à 17 000 personnes. Donc c'est pas. C'est à peu près la population de Sainte-Rose. Absolument. Donc ce qui veut dire que de plus en plus, il y a des gens, des opérateurs privés, qui se mettent en capacité de produire de l'électricité et de pouvoir injecter sur le réseau. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner cette transition énergétique de manière à ce que on consomme de moins en moins d'énergie fossile pour pouvoir produire de l'électricité, et de plus en plus on a accès, là c'est avec le vent, mais il y a des appels à projets qui concernent le photovoltaïque. Donc on a vu récemment d'Estrelan qui s'est couvert, enfin il y a 3 magasins qui sont couverts désormais de panneaux pour pouvoir produire déjà pour eux, donc ce qui veut dire ça aussi c'est un non-achat en quelque sorte à EDF qui permet de soulager le réseau et de rentrer dans un cycle un peu plus vertueux que de consommer du fossile. Donc oui, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire de plus en plus il y a des opérateurs qui se lancent, et je reste persuadée que dans quelques temps certains groupes vont amorcer des mutations, enfin des transitions d'activités, parce qu'il y a des activités qui vont moins bien, vers la production d'énergie, soit pour eux-mêmes, soit pour le compte d'EDF, et on verra de plus en plus comme ça des opérateurs. Et pourquoi Sainte-Rose, le groupe stratégiquement c'est simplement que c'est là qu'ils ont trouvé ce qu'il fallait comme terrain, voilà, et puis comme position pour le vent et tout, puis que l'installation d'éoliennes fait toujours l'objet de mesures spécifiques, de manière à ce que ce soit entre le vent et la production, on soit dans le meilleur ratio. Donc c'est par là que ça s'est passé. Voilà, ils seront, je pense, d'ici la fin du premier semestre, voire le début du deuxième, ils seront en activité. Ils seront opérationnels. Voilà. Et puis ils ont, batterie, voilà, c'est tout nouveau pour chez nous. Jusqu'à présent, on n'avait pas de production avec des batteries. Et puis dernier petit sujet, encore de l'eau, toujours de l'eau et encore de l'eau. Décidément, Français, depuis le début de l'année. Voilà, on ne parle que de ça. Donc là, c'est une petite taxe qui est arrivée. Une taxe. On n'a pas d'eau et il y a une petite taxe. Voilà, il y a une petite taxe. Alors, elle concerne la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, donc ça s'appelle GEMAPI, donc c'est de plus en plus faut faire attention aux inondations dans les zones littorales, et donc normalement jusqu'à présent c'était les départements et les régions qui étaient censés gérer ces préventions de l'inondation dans nos départements, et depuis le 1er janvier 2018 ce sont les intercommunalités. Donc on a entendu que les intercommunalités sont en train de se dire tiens, on va peut-être prendre une directive sur l'eau. Eh ben il y a une petite chose qui arrive encore pour eux. Alors ceux qui nous écoutent, alors ils seront taxés ou pas? Oui, pas eux qui sont taxés, c'est nous qui sont taxés. Donc ils pourront mettre une taxe jusqu'à hauteur maximum de 40 € par an pour pouvoir financer l'aménagement contre les inondations. Alors c'est sûr que il y a une période de transition qui va s'ouvrir, vu que jusqu'à présent c'était entre autres les préfets qui géraient ça, et donc le préfet est censé être en appui pour la transition. Donc et puis tant qu'il n'y aura pas une convention signée entre soit les communes ou bien le département région avec les intercommunalités, chacun gérera encore ses inondations comme il peut, quoi. Des brèves? Voilà. C'était ma dernière petite brève. Et alors juste peut-être vous donner une petite nouvelle de notre TCSP, transport en site propre, qui a du mal à démarrer, vu que je sais qu'il y a une délégation de la Guadeloupe qui était venue voir ce que c'était. Alors il ne faudrait vraiment pas qu'ils fassent comme ça qui s'est passé en Martinique. Donc là on était censé commencer, le TCSP était censé rouler lundi dernier, et pour l'instant il est encore à l'arrêt parce que d'une part il y a encore des modalités pratiques et techniques à mettre en route, mais deuxièmement il y a une polémique de nouveau qui s'est enclenchée avec l'ancienne mandature,
notamment à travers un écrit de Serge Etchimi qui dit que ça ne peut pas commencer parce qu'on n'a pas réglé avec les taxicos, les machins, etc. Mais je me dis, quand je regarde et je lis cet écrit encore ce matin dans l'avion, je me dis, il y a des gens qui vraiment devraient ne pas écrire ou en tout cas se lever, faire autre chose, aller dans leur champ, regarder les oiseaux, parce que quand on a soi-même été pendant tant d'années sur ce dossier et qu'on n'a pas pu le sortir à un montant acceptable pour le budget public, on se dit, bon, il faut commencer quoi. Il ne faut pas venir verser un petit peu d'huile sur le feu, c'est pas la peine. Merci Françoise Rosamond pour cette chronique. On rappelle l'assurance maladie avec ces nouvelles formes de maladies qui seront considérées. Et puis l'initiative de cette entreprise qui s'installe dans le Nord-Bas-Terre avec le parc Paul-Vent. Et puis cette petite taxe qui sera gérée par les États et communautés. On se retrouve mardi prochain, Françoise. On se retrouve mardi prochain. Avec certainement une nouvelle chronique qui sera. On attend. Vous avez déjà une idée? Ah non, moi c'est voilà, je laisse. L'actualité est tellement chaude et puis changeante que je me dis, on peut avoir des projections, mais chaque jour il y a des choses qui tombent et c'est pour ça qu'il faut être très véatif, il faut regarder, il faut vraiment être attentif aux mutations et il ne faut pas avoir peur. Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise.